Sean, donne-moi la télécommande s'il te plaît. Ne dis pas que tu vas changer de série. Donc, je vais te donner le téléphone tout à l'heure. D'accord? Bonjour mes chers amis, je vous ai promis dans la semaine, que je vous parlerai du réchauffement. Va jouer dans ta chambre, Sean. Après je vais te donner le téléphone. Je vous ai promis dans la semaine que je vous parlerai du réchauffement climatique d'un point de vue pas du tout politique, mais purement d'un point de vue totalement technique, hein, donc du point de vue du physicien. Est-ce qu'on doit y croire? Parce que la question, elle est là. Mon petit garçon, mon petit garçon. Donc la question, c'est est-ce qu'on doit croire au réchauffement climatique? Donc j'avais promis d'en parler dans un direct. Donc j'ai une fenêtre qui s'est ouverte là parce qu'après j'ai mon fils qui fête son anniversaire. Donc avec ses copains, je ne pourrais pas. Donc je préfère faire là, puis ceux qui vont regarder regarderont bien plus tard, bien sûr. Voilà, donc partager rapidement, hein, c'est... Je vous rassure, je ne suis pas un écolo, hein, je ne suis pas un vert. Mais on va juste regarder d'un point de vue strict de la physique si le réchauffement climatique, parfois, existe. C'est ça qu'on va parler, tout simplement. Donc, c'est le rôle de ce direct. J'ai essayé de préparer 2-3 choses là pour vous illustrer un peu de quoi on parle, parce qu'il y a un peu de technique dedans. Pas trop, mais il y a un peu de la technique. Donc, on va essayer de partager très rapidement, s'il vous plaît. Hein. Donc, ce n'est pas un direct de Japap, mais ce n'est pas un direct non plus trop technique. Donc, ceux qui ont souvent peur des directs avec beaucoup de calculs, ne vous inquiétez pas, il ne s'agira pas de ça. Il s'agira un peu de calcul, bien sûr, parce que parmi vous, il y en a qui font des études, hein, donc c'est toujours bien de leur dire ce qu'on parle et ça permet surtout de vérifier que je ne raconte pas des conneries. Donc je me mets à la suggestion de n'importe qui voudrait me contredire sur n'importe lequel des calculs que je ferai dans ce direct. Sean. Voilà. Je vais te donner un téléphone tout à l'heure. Coupe. Va jouer dans ta chambre. Éteins ça, tu vas jouer dans ta chambre. Coupe, stop, mets pause, mets pause. Voilà. Voilà. Donc, voilà. On va les remettre. C'est normal que ça tombe parce qu'au bout d'un moment, l'air se refroidit. L'air se refroidit et puis il retombe. Hein. L'air chaud monte toujours, Sean. Et puis une fois qu'il est froid, bah, il tombe. Voilà. Quand il n'est plus porté par l'air qui est autour de lui, bah, il tombe tout simplement. Donc voilà. C'est juste de... Mais demain, ça peut être le gâteau. Tu vas chercher ton petit train, Sean? Quoi? Tu vas chercher ton petit train? Pourquoi, petit train? Ton petit train? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais je sais pas. Pourquoi t'as dit va chercher ton petit train? Mets le sac de maillot avec le sac de sport. Ton sac de sport. Bon, avant d'aller quand même sur la crise, sur le réchauffement climatique, je voulais vous parler un petit peu de la crise de l'énergie. Hein. Donc, vous entendez souvent, on parle de crise de l'énergie, on passe des... Mais je vais mettre dessus. Moi, je vais faire mon... Donc voilà, là il s'agit du réchauffement climatique, pas vu d'un point de vue politique, hein, mais juste d'un point de vue du physicien, par des calculs. Est-ce que c'est crédible de dire que la Terre se réchauffe? Voilà. C'est juste de ça qu'il est question. C'est pas d'orientation politique, hein. C'est pas... Donc, je sais qu'il y a des climato-sceptiques parmi vous, donc ils vont comprendre en fait à la fin de ceci. C'est pour ça qu'il vaut mieux l'analyser. Les climato-sceptiques, ça vient souvent du fait que le réchauffement climatique est vu la plupart du temps que sous l'angle politique en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'on le regarde uniquement sous l'angle de la politique. Et la plupart du temps, en fait, ça noie tout le reste. Ça noie tout le reste. Je peux avoir assez noir.
Parce que quand on parle de politique, on parle forcément d'orientation politique. Donc on va avoir des écolos, on va avoir des gens qui sont écolo-sceptiques, on va avoir des libéraux, puis on va avoir des gars de la gauche. Donc tout ça, ça se mélange. C'est la raison pour laquelle il faut jamais, quand on veut parler d'un sujet aussi sensible, il ne faut pas souvent aller de ce point de vue-là. Il vaut mieux le regarder du point de vue de la physique. Au moins là-dessus, tout le monde est d'accord, personne ne peut discuter. Voilà, n'importe quelle personne qui maîtrise les lois de la physique, personne ne peut discuter. Et donc voilà, c'est pour ça que, comme c'est des problématiques qui ne sont pas encore assez avancées chez nous, bon, j'ai décidé d'en parler, tout simplement, voilà. Donc vous partagez, et puis on n'a pas beaucoup de temps, hein, donc je vais essayer d'aller très rapidement, et puis ceux qui vont le regarder après pourront le regarder après. S'il y a des gens qui ont des questions plus tard, ma foi, ils pourront poser des questions plus tard. Donc je remarque quand même que les gens ne sont pas très assidus là en partage. Je remarque que les gens ne sont pas très assidus en matière de partage, là, pour le coup. Hein. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont partagé. Donc... Non. Oh non, mais t'as mis tout ça. Bon. Avant de dire je peux avoir et prendre, tu poses la question, c'est très bien, mais tu le prends directement. T'as même pas posé la question, si t'as posé la question, t'as pas entendu la réponse. Vous voulez qu'on mette la musique le temps que vous partagez? Moi, j'ai pas envie de mettre la musique parce que c'est assez sérieux ce qu'on veut dire, c'est assez sérieux ce qu'on veut discuter. Ce dont on veut discuter. C'est pas évident, hein, chez ma faire. Mais quand même, Je vous dis, il faudrait que vous appreniez quand même à vous concentrer plus sur des choses qui sont sérieuses. Hein. Et non pas sur des trucs qui relèvent de la distraction. Il y a beaucoup de sujets graves. Et j'attire votre attention sur le fait qu'il faut aussi le prendre au sérieux. Parce qu'il n'y a pas de personnes qui sont faites pour avoir comme engagement de changer les choses et d'autres qui sont là pour se distraire. C'est tous ensemble. Il y a une dicton villageois dit souvent qu'une main ne peut pas... qu'une seule main ne peut pas laver son corps, quoi. Voilà. Moi, j'attire votre attention sur le fait que vous devez changer votre façon de faire en changeant vos points d'intérêt. Ne soyez pas forcément toujours attiré que par les directs où on ne parle de rien d'intéressant. Ne soyez pas forcément attiré que par ces directs-là. Parce que je sais que quand c'est un direct où on va parler des choses assez légères, hein, en 5 minutes, on atteint très rapidement les 250. Et quand les gens savent que c'est un direct qui va être sérieux, ça fait environ, je ne sais pas moi, j'ai envie de dire 6 minutes, 8 minutes, mais on est à 50. Voilà. Donc, donc là, il s'agit des problèmes qui doivent aussi engager nos politiques. Nos politiciens doivent s'intéresser à la question. Nos politiciens doivent s'intéresser à la question. Voilà. Donc, on va commencer. Je vais commencer en fait. Donc, quand on parle de réchauffement climatique, la plupart du temps, c'est un raisonnement qui tient sur 3 concepts, sur 3 propositions. Donc, on va essayer de les analyser. Non, ça se goûte. 2 secondes, 2 petites secondes. Si, ça se mange, mais ça se goûte pas. Tu mangeras avec le gâteau, ok? C'est entre du... Qu'est-ce qu'il y a, mes messages? Non, c'est pas moi. En fait, pourquoi j'ai décidé de parler de ça? Parce que très souvent, je reçois des gens qui posent des questions en demandant que est-ce que moi, le scientifique, tout scientifique que je suis, est-ce que je crois au réchauffement climatique? Ça, c'est la question qui m'est souvent posée, en fait. Voilà. Et donc, c'est pour ça que j'avais dit, au-delà de beaucoup de conneries qu'on a l'habitude de le dire, donc en fait... je me suis dit, en fait, au-delà de toutes les distractions qu'on peut parfois avoir, il était quand même important que d'une manière ou d'une autre, j'aborde la question. Alors, vous savez que je ne suis pas un climatologue. Hein. La climatologie, c'est quelque chose d'assez sérieux, c'est une discipline à part entière. C'est la raison pour laquelle ce qui va discuter ici ne va pas faire appel au climat, en fait, puisque je ne suis pas un climatologue, mais je suis un physicien. Donc, on va juste se faire un avis sur la question du point de vue du physicien.
C'est assez compliqué, hein, le sujet. Mais là, ce direct, ce n'est pas pour dire ça, c'est ça qui est, c'est cela qui est, c'est pas ça qui est, c'est pas ça qui est. C'est juste que on se fasse un avis d'un point de vue de la physique générale. C'est tout. Voilà. Donc c'est ça, c'est utiliser le regard du physicien pour aborder le sujet. Je pense qu'on y est ou pas là. On se suit là? Donc, en fait, je vais vous rappeler ici, en fait, quel est le raisonnement de base qui est souvent tenu pour parler du réchauffement climatique. Hein. On va rappeler ce raisonnement de base-là. Ben, ce raisonnement de base, en fait, il tient sur 3 points. C'est un raisonnement de base qui tient sur 3 points. Alors, je vais vous montrer les 3 points et on va les aborder en détail. Alors, donc, j'ai fait ça, là. Raisonnement de base qui tient sur 3 points. Voilà les 3 points que je vous ai préparés. Voilà. C'est un raisonnement à base, voilà. Donc, quand on veut parler d'activité humaine sur le rejet du CO2, c'est un raisonnement qui tient sur ces 3 points-là. 1. Les activités humaines rejettent du CO2. 2. Le CO2 est un gaz à effet de serre. 3. L'effet de serre réchauffe la planète. Voilà. Est-ce qu'on est d'accord jusqu'ici? On est d'accord? On est d'accord ou pas? Bon, enfin, on n'a pas à être d'accord. On va les examiner one by one. Voilà, c'est sur ce raisonnement. Donc, là, ce raisonnement, il est apolitique. Donc, on va pas essayer de savoir est-ce que les écolos ont raison, est-ce que la gauche a raison, est-ce que la droite a raison. On va juste prendre chacun de ces points. Donc, la proposition sera vraie si et seulement si le réchauffement climatique sera avéré si et seulement si on peut démontrer chacune de ces propositions. Donc, c'est le rôle du direct, en fait. Hein. Ce n'est pas de dire, ce n'est pas une orientation politique. Je rappelle, en fait, que quand on parle de réchauffement climatique, c'est un raisonnement qui repose sur 3 points. 3 points essentiels. Les activités humaines rejettent du CO2. Le CO2 est un gaz à effet de serre. Et l'effet de serre réchauffe la planète. D'accord? Bon. On va commencer par le premier point. Comment est-ce que les activités humaines rejettent le CO2? Ça, c'est la première question. Et Sean, ne crie pas trop, s'il te plaît, parce que du coup, je crie aussi. Après, on s'en trompe. Est-ce que les activités humaines rejettent du CO2? Et comment on peut quantifier cela? Ça, c'est la première question. Comment vérifier que les activités humaines aujourd'hui rejettent plus de CO2 qu'à l'époque? Alors, il suffit simplement de tracer la courbe de l'évolution du CO2 sur la planète. Ben, pour ça, on va rappeler juste la constitution de l'atmosphère. L'atmosphère est constituée de plusieurs gaz. Hein. Il y a plusieurs types de gaz qui constituent l'atmosphère. Mais en fait, il y a 3 gaz qui sortent du lot en termes de proportion. On a l'azote qui constitue environ 70% de l'atmosphère, donc N2. Ensuite, on a l'oxygène qui constitue 21% de l'atmosphère, donc c'est-à-dire le O2. Et puis, on a le 3e gaz le plus important, ça s'appelle l'argon. Donc, c'est le AR, à ne pas confondre avec l'argent, dont le symbole chimique, c'est Ag. Donc, on a les 3 gaz principaux, l'azote, l'oxygène et l'argon. Donc, voilà. O2, 78%. Pardon, excuse-moi, N2. Donc l'azote, 78%, O2, oxygène, et argon, 1%. Mais dans l'atmosphère, on a aussi du CO2. Mais comme la concentration du CO2 est très petite, on ne peut pas l'estimer en pourcentage. Ce serait très, très compliqué à le dire. Donc, on l'estime en parties par million. Parce que les parties par million, c'est quoi? C'est une façon... Les parties par million, c'est les pourcentages, mais sur 1 million, en fait. Voilà. Par exemple, quand on dit 78%, ça veut dire 78 parties sur 100. Mais quand une concentration devient très petite, pour être représenté en pourcentage, on parle en ppm, parties par million. Donc, le CO2, on le représente en parties par million. Maintenant, il est intéressant de regarder comment le CO2 a évolué au cours du temps. On se rend compte, par exemple, que en l'an 1000, le CO2, la concentration de CO2 dans l'atmosphère tournait autour de 280 parties par million, donc 280 ppm. Il y a eu des fluctuations, hein, ça évoluait de temps en temps, ça pouvait aller à 300, un coup ça descend à 260, ça fluctue, mais grosso modo, c'était à cette valeur-là. La question que vous avez envie de me poser, c'est
Comment on peut savoir ça? Alors qu'on n'y était pas, on n'avait pas d'appareil de mesure il y a 1000 ans. Donc si on parle de l'an 1000, hein, je préférais partir de l'an 1000. Mais en fait, c'est très facile. Il suffit de prendre des blocs de glace, de les casser et de récupérer l'air qui est à l'intérieur, l'air qui est piégé dans les glaces et qui a été piégé depuis 1000 ans. Vous allez dans des grottes, vous allez dans des glaciers hein, très lointains de la civilisation humaine et vous regardez, voilà, on peut dater la formation d'une glace. Donc on peut dater. Vous prenez plusieurs glaces qui ont des dates totalement différentes, et vous les cassez, vous récupérez les bulles d'air qui sont à l'intérieur, et vous mesurez la concentration du CO2. Et donc, on peut donc effectivement tracer l'évolution de la concentration du CO2 au fil du temps. Et donc, ça donne une courbe, en fait, qui est assez plate, hein, constante, jusqu'en 1850. Ben, qu'est-ce qui se passe en 1850? Il y a la révolution industrielle. La révolution industrielle, et là, on commence à voir que la courbe prend une autre tournure. Elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, au point de se retrouver autour des 400, juste un peu au-dessus des 400 parties par million aujourd'hui. Donc au jour d'aujourd'hui, on est autour de 400 parties par million en termes de CO2. Donc oui, on peut donc répondre à la première question. Est-ce que les activités humaines rejettent du CO2? La réponse c'est oui, au regard de cette étude. Donc, en étudiant juste l'évolution de la concentration du CO2 dans l'atmosphère, on constate une nette évolution depuis la révolution industrielle, depuis le moment où on a commencé à remplacer les animaux, l'activité humaine, par de la machine, et donc de la combustion, des choses qu'on brûle. Voilà. Donc, on peut répondre à la première question. Là-dessus, il n'y a pas besoin de discuter. La courbe de l'évolution du CO2, même le plus climato-sceptique physicien, est obligé de l'admettre. C'est un fait. On ne peut pas discuter de ça. C'est-à-dire qu'on constate que pendant les 850 années qui ont précédé la révolution industrielle, la concentration du CO2 était stable. On peut la mesurer. Donc les climato-sceptiques ne peuvent pas discuter sur la façon de la mesurer. C'est très clair, c'est net et c'est précis. Donc on constate une évolution depuis 1850. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis 1850? Il y a eu la révolution industrielle. Donc, on est obligé de constater que les activités humaines rejettent plus du CO2. La concentration du CO2 dans l'atmosphère n'a pu être modifiée que par l'activité humaine. Voilà. Ça, c'est le premier point qu'on a évoqué. J'espère qu'on est tous d'accord. Si quelqu'un a une question, avant qu'on aborde... si quelqu'un a une question, on peut aborder le deuxième point ou le troisième point. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question sur cette question-là, sur le réchauffement? Donc, on est tout à fait d'accord ou pas? Donc, si vous êtes tous d'accord avec moi, vous dites, bah, on avance, hein, on avance. On avance sur la suite. Jeune. Tu fais quoi, je comprends. Est-ce qu'on est tous d'accord? Tac, tac, tac. Attends, je remets la poubelle. Je vais nettoyer la table, là. Bon, je vois qu'il n'y a pas de contestation possible, donc on est tous d'accord que c'est l'activité humaine qui rejette du CO2. Maintenant, on dit que le CO2 est un gaz à effet de serre, donc c'était le deuxième point. Donc on va revoir notre sommaire là, c'était le deuxième point, d'accord? On regarde, on est bien d'accord. Voilà, c'était le deuxième point. Donc on vient de faire la démonstration de cette proposition. Je vous rappelle en fait que pour pouvoir affirmer que c'est l'homme qui est à l'origine du réchauffement de la planète, il faut démontrer ces trois propositions. Donc la première, je viens de la démontrer. Donc on va attaquer la deuxième. Bon, les trois peuvent être démontrés. Hein. Donc moi, je pense qu'avant d'attaquer la deuxième, on va quand même regarder un petit peu ce qui se passe à la troisième. L'effet de serre réchauffe la planète. Donc là, ça va être un peu plus technique. C'est pour ça que je préfère passer par là. L'effet de serre réchauffe la planète. Maintenant, pour parler de ça, il faut savoir que la Terre tire principalement, enfin, je dis principalement, oui, principalement, mais j'ai envie de dire tout. La Terre tire toute son énergie du réchauffement solaire. J'espère qu'on est d'accord sur la question. C'est quoi ça? Et puis, est-ce que tu pourrais aller mettre ça dans la salle de bain? Sean, tu vas le mettre ça dans le sac. Donc la Terre tire toute son énergie du réchauffement solaire. Donc ça, c'est un fait. Hein. Toute l'énergie qui est sur la Terre vient essentiellement du Soleil. Donc pas des rayonnements,
Et la lumière du soleil, elle est constituée de plusieurs, comment dire, elle est constituée du domaine visible, du domaine infrarouge, hein, l'infrarouge proche, et du domaine ultraviolet. Donc bon, bref, ça c'est la décomposition de la lumière, on ne va pas rentrer en détail. Maintenant, c'est quoi ça? Hein? Là, c'est mes documents là. C'est une photocopie. Ouais, c'est une photocopie que j'avais faite. Tiens, il y a un ballon par terre, je peux me le donner? Pourquoi il y a le ballon vert, il est tout dégonflé? Il y a plein de ballons par terre. Non, mais un ballon qui est pas bon sur votre jeu, il est foutu. Pourquoi? Mais il est tout dégonflé. Là, un jaune par terre. Alain Patrick, quel phénomène naturel? Il faut préciser, hein, quand tu dis les phénomènes, tu es scientifique, donc ne dis pas les phénomènes naturels. Quel phénomène naturel tu peux accuser d'être à l'origine du réchauffement climatique? On n'est pas au bar, hein, les gars, hein, on n'est pas au bar. Donc, si tu veux dire les phénomènes, tu donnes le phénomène et on en discute. Donc j'étais en train de dire que la Terre tire essentiellement son énergie du Soleil, donc on peut essayer de regarder. Alors, parlons de l'activité humaine qui rejette du CO2, avant d'aller sur la Terre, hein, avant d'aller sur la troisième proposition, j'ai envie de démontrer la troisième proposition avant d'aborder la deuxième, où c'est un peu plus de chimie et je ne suis pas hyper à l'aise en chimie. Donc, on va quand même remarquer que, quand on dit que l'activité humaine apporte du CO2, bah, il suffit de se rappeler des cours de chimie de seconde. Vous savez que quand vous brûlez un hydrocarbure, vous prenez le cas, par exemple, de... C'est quoi que vous faites là? Comment ça tient? Donc, pardon? Comment ça tient? Mais c'est mon truc qui tient tout ça, regarde-moi aussi. Donc, vous prenez par exemple la combustion de cet hydrocarbure-là, dont je ne me souviens plus trop le nom, hein, donc je prends un exemple C3H8, plus l'oxygène. Donc, pour qu'il puisse brûler, il faut de l'oxygène. Donc, vous le faites brûler en présence de l'oxygène. En sortie, on a du CO2 et on a de l'H2O. Voilà. Donc, voilà comment on produit du CO2 en fait. Hein. C'est juste la combustion. C'est juste la combustion. Voilà. Donc, ça, c'est pour clore le premier point. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? La Terre tire essentiellement son énergie du rayonnement solaire. Donc, je vais vous montrer à peu près comment ça se présente. Hein. Donc, regardez en fait. Voilà ce qui se passe. Ça, c'est la Terre là que vous avez en vert. Là, c'est le Soleil qui balance des rayonnements. Ça balance le rayonnement sur la Terre. Paf! Donc, quand ça arrive au niveau de la Terre, il y a une partie qui est absorbée par la Terre et donc qui constitue à réchauffer la Terre. Et il y a une partie qui est rejetée par la Terre. Donc, on appelle ça... Donc, la Terre a une certaine... un coefficient de réflexion. Hein. On appelle ça en physique de l'albédo. Albedo, A-L-B-E-D-O. Donc, l'albédo de la Terre, c'est environ 0,3. Donc, la Terre, quand elle reçoit l'énergie, elle rejette environ 30% de son énergie dans l'atmosphère. Elle n'absorbe que 70%. Maintenant, comme la Terre aussi chauffe, elle renvoie une partie, elle renvoie une partie dans l'atmosphère. Voilà, elle renvoie une partie dans l'espace, on va dire. Elle renvoie une partie dans l'espace. Donc, on va regarder juste comme ça. Et on va essayer de faire un bilan pour regarder si les choses se passaient comme ça. Avant d'aborder la question des effets de serre, voilà ce qui se passe. On va s'arrêter là. Donc, regardez bien ce qui se passe. Hein. Soleil envoie la Terre. Ensuite, la Terre renvoie une partie vers le Soleil, qu'on appelle l'albédo, qui est de 0,3. Donc, 30% de ce qui arrive repart. Ensuite, la Terre absorbe les 70% restants. Elle se réchauffe. Et comme elle est plus chaude que l'univers environnant, elle va rayonner. Donc, elle va renvoyer une partie dans l'espace. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle l'émissivité. Donc, ici, là, qu'est-ce qui rentre en compte? On a l'absorptivité qui rentre en compte là, et on a la réflexion, donc l'albédo. Et ici, là, on a l'émissivité qui rentre en compte. Maintenant, on va regarder ce qui se passerait dans ces cas. Bon, pour quelqu'un qui connaît un peu la physique du rayonnement, dans ces conditions, connaissant en fait le flux incident,
solaire. Donc, on estime à peu près le flux incident à 1360 watts, 1360 watts environ. Connaissant ce flux-là, on peut calculer la température moyenne de la Terre. Bon, c'est 2 ou 3 lignes pour quelqu'un qui maîtrise la physique du rayonnement. Donc, je vais le faire avec vous là, rapidement. Et on va calculer, vous allez voir ce que ça donne. Donc, pour quelqu'un qui maîtrise, on va regarder si les choses se passent comme je viens de décrire là. On va regarder quelle va être la température moyenne de la Terre. Donc, on fait le calcul très simplement. Regarde, tu peux me faire, servir un verre de jus d'orange, s'il te plaît. Sirop si tu veux, pas de jus d'orange. Non, pas de sirop à la menthe, s'il te plaît. Hein? Pas de sirop à la menthe. Donc quelqu'un qui maîtrise la physique du rayonnement nucléaire, c'est un calcul très simple, ça tient en 3 lignes. 3 lignes. Donc, pour calculer la température moyenne de la Terre, donc, je vais prendre le rayonnement incident du Soleil qui va sur la Terre. Donc, on a l'albédo de la Terre qui est de 0,3. Vous pouvez vérifier sur Internet, c'est 0,3. D'accord? Donc, on sait que le rayonnement incident, c'est Φ0 qui est égal à 1366. Ça, c'est ce qui part du Soleil et qui arrive aux environs de la Terre. Mais est-ce que la totalité arrive sur la Terre? Bah non, non. En réalité, non. Parce que, pour une raison très simple que je vais vous expliquer, donc, on a le Soleil qui est là. Donc, voilà, il balance. Tac, tac, tac. On a la Terre qui est ici, donc qui a un diamètre D. Voilà, donc le Soleil, le rayonnement, il arrive là. Où est-ce que le stylo rouge là? Le stylo rouge. Donc, le rayonnement, il arrive là. Tac, 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 tac. Voilà, ici, on a Φ0. Voilà. Donc, on a surface de la Terre égale à 4pi r carré. Surface frontale égale à pi r carré. Et voilà, donc phi moyenne fois surface de la Terre égale à Φ0 surface frontale. C'est son thème qui est phi moyenne égale à Φ0 fois pi r carré sur 4pi r carré. Donc, phi moyenne est égal à Φ0 sur 4. Voilà. Donc, regardez en fait, pour estimer ce qui se passe, en termes de... Voilà, pour calculer la quantité qui arrive à Terre. C'est très simple. Hein? Voici le Soleil. Il émet un rayonnement. Le rayonnement arrive là sur la Terre. Donc, le rayonnement qui est reçu par la Terre, c'est le rayonnement incident par la projection de la surface de la Terre sur la direction du rayonnement. Donc, ça donne un disque de diamètre D, donc diamètre de la Terre. Donc, on estime donc que le rayonnement que reçoit la Terre, c'est Φ0. C'est Φ0. Voilà. Donc, maintenant, le Φ0 que vous voyez là, il ne touche pas la totalité de la Terre. Puisque la Terre est une sphère de 4pi r carré de rayon... Arrêtez de crier! Oh! Donc, la Terre, c'est une sphère. Donc, la surface d'une sphère, c'est 4pi r carré. Donc, ce rayonnement-là doit se partager sur 4pi r carré. Or, la réalité de ce qu'il reçoit, ce n'est que sur une section frontale de diamètre D. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le Φ0 que vous voyez là doit être rapporté uniquement à un disque de diamètre D. Ce qui fait qu'au final, si vous voulez calculer le rayonnement moyen reçu par la Terre, vous êtes obligé de faire Φ moyenne par la surface totale de la Terre qui est 4pi r carré, puisque la Terre tourne au fur et à mesure. Hein. Donc, ce rayonnement-là se dissipe sur toute la Terre, comme elle tourne. Ça donne que le rayonnement moyen de la Terre va être le rayonnement incident divisé par 4. C'est-à-dire que la Terre ne reçoit en moyenne que le quart de ce qui arrive frontalement. Vous voyez le raisonnement? Bon, maintenant, on va appliquer ça pour faire un bilan. C'est juste de la physique de base, simple. Hein? C'est juste de la physique de base, très très simple. Donc, ça permet de faire le premier calcul de l'estime. Ça permet d'estimer en premier lieu la température de surface de la Terre. Donc, j'applique le même raisonnement. Donc, voilà, phi incident, c'est égal à Φ0 divisé par 4, que multiplie la proportion qui a été absorbée par la Terre. Ça donne Φ0 facteur de 1 moins 4, donc Φ0 sur 4. Ça, c'est le rayonnement que reçoit la Terre. Maintenant, la Terre renvoie un rayonnement dans l'univers, qui, d'après la loi de Stefan Boltzmann, c'est sigma T puissance 4. Hein. Le rayonnement émis par un corps dans ses environs, c'est sigma T puissance 4. C'est la loi de Stefan Boltzmann. Donc, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est comme ça. Donc, on fait juste un petit bilan, hein, tac, 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 au niveau de la Terre.
Donc, on fait juste l'équilibre entre le rayonnement émis et le rayonnement reçu. Eh bien, on fait l'équilibre, on trouve ce que doit donner la température de la Terre. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, 3 petites lignes. Hop, ça donne ça. Vous voyez, j'applique à peu près la même chose. Hein. Le Soleil, la Terre, le diamètre qui est là, albédo 0,3. On fait phi, le rayonnement reçu par la Terre, c'est ça. Phi 0 sur 4 fois les 70%, donc 1 moins l'albédo. Et le rayonnement émis, loi de Stéphane Boltzmann, sigma T puissance 4. Voilà. Condition d'équilibre de la Terre. Rayonnement émis égale à rayonnement reçu. On arrive à faire ça, on mouline. On tombe sur une température, donc qui de mémoire doit tourner autour de 18. Je n'ai pas fait le calcul, mais je sais que c'est 18. Hein. Je sais que c'est 18 degrés Celsius. Moins 18, pardon, qu'est-ce que je raconte? C'est moins 18 degrés. Donc vous faites le calcul tel que vous avez là. Donc vous avez besoin de l'albédo, là, c'est 0,3. Vous avez la constante de Stéphane Boltzmann. Vous faites phi 0 sur 4, puissance 1 quart. Et ça vous donne la température qui est là, moins 18. Voilà. Donc la température moyenne, c'est moins 18. Dans les conditions que j'ai décrites là, en fait. Hein, dans les conditions que j'ai décrites là. Ça veut dire que si les choses se passaient exactement comme ça, la température de la Terre serait de moins 18. Donc, bon, il n'y a pas besoin de vous faire un dessin pour rappeler que les choses ne se passent pas exactement comme ça. La réalité, c'est quoi? C'est que la température de la Terre se trouve bien plus élevée que ça. Ça veut donc dire qu'il y a des phénomènes qui rentrent en compte, qu'il faut prendre, il y a des phénomènes à prendre en compte ici dans le bilan. Donc, ce bilan n'est pas correct. Si on part du principe que tout ce que la Terre reçoit et renvoie dans l'atmosphère et il ne se passe rien. La réalité, c'est que le schéma, c'est plutôt ceci, en fait. Vous regardez ça. Le schéma, c'est plutôt ça. En fait, la Terre rayonne. Donc, une partie qui est absorbée. Il y a donc une partie qui est réfléchie vers l'atmosphère. Donc, ça correspond à l'albédo de la Terre. Ensuite, la Terre émet également vers l'atmosphère. L'atmosphère reçoit. Une partie de l'atmosphère part dans l'univers, donc transmet. Vous voyez, il y a une partie qui est transmise dans l'univers. Il y a une partie, donc ça c'est ce qui est transmis à l'atmosphère. Une partie de ce qui est transmis à l'atmosphère est réinjectée sur la Terre avant qu'une autre partie est renvoyée dans l'espace. Donc vous voyez très bien que au bilan que j'ai fait tout à l'heure, il faut rajouter cette partie qui est réinjectée dans la Terre, sur la Terre. Et ça prend à peu près 4 ou 5 lignes de calcul que je vais faire tout de suite. Je vais le faire tout de suite. On va faire le bilan. On va calculer la température moyenne en intégrant cet aspect-là. D'accord? Donc, on fait un petit calcul hyper rapide. Hein. Donc, voilà. Donc, on a toujours notre gros soleil. On a toujours la surface frontale de la Terre. Voilà, donc on a l'albédo, coefficient de réflexion égal à 0,3, epsilon 1 plus, voilà. Donc ici maintenant on est obligé de parler, de l'émissivité et de l'absorptivité de l'atmosphère. L'émissivité et l'absorptivité de l'atmosphère, je sais que c'est 0,76, je suis ingénieur thermicien, donc j'ai travaillé beaucoup avec des chiffres comme ça que j'ai en tête, j'ai par cœur, mais vous pouvez vérifier sur Internet, vous tapez sur Internet, émissivité et absorptivité de l'atmosphère, vous allez voir que c'est quelque chose de 0,76 aussi, si ma mémoire est bonne. Donc, on a toujours l'albédo qui est de 0,3. Donc, on fait, donc là, du coup, il faut prendre 2 bilans, en fait. Voilà. Donc, on a toujours l'émission, on a toujours le flux incident, hein, flux incident, qui est toujours égal à phi 0 sur 4, flux transmis, facteur de 1 moins albédo. Ça, c'est ce que reçoit la Terre. Maintenant, la Terre, par la loi de Stéphane Boltzmann, renvoie sigma Ts puissance 4 dans l'atmosphère. Donc, on trace, hein, on va tracer les bêtises. On trace et tout, machin. Donc, il renvoie sigma T puissance 4 dans l'atmosphère. Ensuite, que fait l'atmosphère? Mais une partie, évidemment, de l'atmosphère, une partie est transmise de l'autre côté. Et l'atmosphère absorbe une partie qui est donc 1 moins epsilon sigma Tx puissance 4. Cette énergie-là est repartagée avec l'atmosphère qui renvoie une partie dans l'espace et une partie vers la Terre. Voilà. Donc, vous comprenez en fait ce que je veux dire. Donc, ça, c'est l'équilibre de l'atmosphère.
Alors, donc maintenant, on fait l'équilibre au niveau de la surface. Phi 0 facteur sur 4 facteur de 1 moins alpha, plus ce que émet l'atmosphère vers la Terre, donc epsilon sigma T à puissance 4. Ça donne ce que la Terre avait émis plus tôt. Donc l'équilibre est là. Donc on fait ça, on mouline tout ça dans le calcul. Ensuite, on a déduit température de l'atmosphère plus haut. Donc on peut remplacer en l'équation ici, on injecte, ça donne 1 sur sigma phi 0 facteur de 1 moins alpha, blablabla. Voilà, donc effet de serre. Donc voilà, on obtient cette fois une température qui devrait être de 14 degrés Celsius. Voilà. Donc, voilà comment ça se passe cette fois. Voilà. Donc, vous voyez que contrairement à ce que j'ai fait tout à l'heure, là, regardez. Donc, on va mettre les deux calculs côte à côte. Hein. On va mettre les deux calculs côte à côte. Ça, c'est ce que j'avais fait tout à l'heure. Donc, partant d'un bilan où l'atmosphère n'intervenait pas. Maintenant, ici, là, c'est un peu plus compliqué. Hein, mais bon, c'est pas compliqué non plus. Hein, c'est la physique du rayonnement. Donc, on a toujours le soleil qui émet sur la Terre. Ça se traduit par cela. Donc ça, on l'a déjà fait tout à l'heure. C'est la même chose. Donc l'albédo, coefficient de réflexion 0,3. Absorptivité et émissivité de la Terre 0,76. Donc flux émis par le soleil, flux reçu par la Terre, phi 0 sur 4 facteur de 1 moins A. Voilà. La Terre, est-ce que vous voyez bien, là, parce que j'ai l'impression que ça devient flou. Donc la Terre renvoie ceci qui arrive dans l'atmosphère. L'atmosphère va lui renvoyer cela. Donc, l'atmosphère va garder ceci. Et voilà ce qui se passe avec l'atmosphère, en fait. Elle l'émet aussi au niveau de la Terre et une partie au niveau du rayonnement solaire. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle émet? Qu'est-ce qu'elle émet, en fait? Ce qu'elle émet, c'est équivalent à ce qu'elle a absorbé ici. Donc, l'équation, condition d'équilibre de l'atmosphère. Ce que l'atmosphère absorbe, elle le réinjecte dans l'univers, en émettant à la fois vers l'univers et à la fois vers la Terre. Ça donne que epsilon sigma Ts puissance 4 est égal à 2 epsilon sigma Ta puissance 4. Ça donne que la température de l'atmosphère est égale à la température de la surface de la Terre multipliée par un facteur 2 puissance moins un quart. Voilà, donc c'est juste la résolution de cette équation-là, hein. Ça donne ça. Maintenant, on revient sur la condition d'équilibre au niveau de la surface. On prend toujours qu'on reçoit ça, tac, et on renvoie cela. Donc, tu poses que ça, ceci est reçu. Hein. Tu reçois ça, plus ça, et c'est égal à ce qui part. C'est la condition d'équilibre, tout simplement. Donc, ça se traduit par phi 0 sur 4 facteur 1 moins alpha, plus epsilon sigma T à puissance 4, qui est là, est égal à sigma Ts puissance 4, ce qui est émis là. Donc, on balade de tout ça là, machin bidule. On tombe sur la solution qui est là. Donc, on fait le calcul. Ça donne 14 degrés. Hein. Moi, je le sais, hein, donc je ne fais pas le calcul parce que je le sais. Donc, voilà. Je ne me lance pas dans les calculs sur les résultats que je sais. Je sais que la température moyenne de la Terre, c'est 14 degrés. Donc, ce résultat donne 14 degrés. Vous voyez donc qu'on est loin de moins 18 degrés de tout à l'heure. Il y a 32 degrés de différence. Ben, les 32 degrés de différence s'expliquent uniquement par l'effet de serre. Voilà. Donc, par le calcul, on vient de démontrer l'effet de serre. C'est très simple. On vient de démontrer l'effet de serre. Voilà. Donc, on a démontré la deuxième proposition. On est d'accord ou pas là? Donc, première proposition, l'activité humaine développe du CO2. Deuxième proposition, le CO2 est un gaz à effet de serre. Troisième proposition, l'effet de serre réchauffe la planète. Donc, j'ai démontré la troisième proposition. J'ai démontré que l'effet de serre réchauffe la planète en vous démontrant ici que si on n'avait pas d'effet de serre, la température moyenne de la Terre serait de moins 18 degrés alors qu'elle est de 14 degrés. Donc, il y a 32 degrés de différence. Ces 32 degrés de différence ne s'expliquent que par l'effet de serre. C'est-à-dire qu'il y a une partie de l'énergie qui est reçue par la Terre, qui est piégée au niveau de sa surface, qui n'est pas renvoyée. Voilà, si elle était renvoyée, la Terre serait plus froide que ça. Mais comme elle n'est pas renvoyée, c'est à cause de l'atmosphère, c'est à cause des différentes compositions de l'atmosphère qu'elle n'est pas renvoyée. Et donc, au final, il n'y a pas d'effet de... Donc, il y a bien de l'effet de serre. Donc, du coup, on est bien d'accord déjà sur les deux propositions. Vrai ou faux?
Vrai ou faux? Donc là, on est bon là ou pas? Donc maintenant, on va attaquer la deuxième proposition. Le CO2 est un gaz à effet de serre. Donc, qu'est-ce qui fait donc qu'un gaz soit à effet de serre? Bon, ça, c'est la chimie pure. Hein. Pour quelqu'un qui a fait chimie, pourtant, ce n'était pas spécialement ma matière de base préférée. Qu'est-ce qui fait qu'un gaz soit à effet de serre à la base? Alors, il faut quand même d'abord rappeler, pour qu'il y ait effet de serre, il faut que les rayonnements lointains, pour qu'il y ait effet de serre, il faudrait que les rayonnements infrarouges lointains soient absorbés par l'atmosphère. C'est la condition de l'effet de serre. Il faudrait que les rayonnements infrarouges lointains soient absorbés par l'atmosphère. Ça, c'est d'abord une chose. Maintenant, la deuxième chose, c'est qu'est-ce qui fait qu'un gaz soit à effet de serre plutôt qu'un autre? Mais c'est très simple. Pour qu'un gaz soit à effet de serre, il faudrait qu'il soit constitué d'au minimum 3 atomes. Voilà. Ou alors constitué de 2 atomes, mais ceux-ci différents. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Pour qu'un gaz soit à effet de serre, il faudrait qu'il soit constitué de 3 atomes ou alors de 2 atomes mais totalement différents. Voilà. Si on commence à regarder donc ce qui a sur la couche atmosphère, avec mon petit PowerPoint que je vous ai préparé, si on s'intéresse à l'atmosphère. Donc, est-ce que le dioxyde de carbone est un gaz à effet de serre? Au regard de ce que je viens d'expliquer, oui. Il est constitué de 3 atomes. C plus 2 oxygènes. Est-ce que l'oxygène est un gaz à effet de serre? Non, puisqu'il n'est constitué que de 2 atomes identiques. Il est constitué de 2 atomes identiques. Est-ce que le méthane est un gaz à effet de serre? Oui, il est constitué de minimum 3 atomes. Donc oui, le méthane, qui représente... donc quand une vache pète, c'est du méthane. Hein. Donc si tu allumes une allumette au cul d'une vache qui pète... tu vas avoir du feu quand même, hein, je crois. Est-ce que l'azote qui est dans l'atmosphère constitue un gaz à effet de serre? Non. C'est 2 atomes d'azote. Ce n'est pas un gaz à effet de serre, 2 atomes identiques. Est-ce que l'ozone constitue un gaz à effet de serre? Oui, puisque c'est 3 atomes. Donc la couche d'ozone qui nous protège est un gaz à effet de serre. Est-ce que l'argon constitue un gaz à effet de serre? Ben non, pas du tout. Maintenant, on a tous les CFC, là, vous savez, ceux qui font un peu de la climatologie, ceux qui font un peu de la production du froid. Ça, c'est les CFC, hein, c'est le fluide frigorigène qu'on trouve dans les machines frigorifiques. Ils ont comme particularité de détruire la couche d'ozone. Donc, leur potentiel nuisible est énorme. Donc, c'est des gaz à effet de serre, comme vous voyez leur constitution, CFC. C'est des chlorofluorocarbone, quoi. Voilà. C'est des gaz à effet de serre. Si on revient, en fait, là, vous constatez quelque chose, c'est que la vapeur d'eau est aussi un gaz à effet de serre. Ah oui, la vapeur d'eau est un gaz à effet de serre. Et la question que vous avez envie de me poser, c'est mais pourquoi on nous emmerde avec le CO2 alors qu'il y a la vapeur en fait? Ça, c'est la question que vous avez envie de me poser. Disons, pourquoi on nous casse les couilles depuis des années avec le CO2 alors que la vapeur d'eau que nous dégageons tous les jours est aussi un gaz à effet de serre? Par exemple, les centrales nucléaires. On nous explique que les centrales nucléaires sont propres parce qu'elles ne renvoient dans l'atmosphère que du H2O, la vapeur. Quand vous regardez les tours aéro-réfrigérantes, les grands tours que vous voyez là qui symbolisent les centrales nucléaires, ce n'est pas là-bas qu'il y a les réacteurs, c'est les tours aéro-réfrigérantes. C'est là-bas qu'on refroidit le fluide caloporteur. Donc ça ne rejette en fait que de la vapeur d'eau, puisque l'eau qui passe à travers les échangeurs s'évaporise et remonte dans l'atmosphère. Bah, pourquoi on ne nous casse donc pas les couilles avec ça, alors que c'est aussi un gaz à effet de serre? Mais en fait, c'est très simple. C'est qu'on ne peut pas augmenter durablement la concentration de l'eau dans l'atmosphère. Parce qu'il y a un équilibre qui se joue entre la mer et l'atmosphère. Cet équilibre-là fait que quand l'atmosphère commence à être très chargée en eau, eh bien, la mer le récupère au moyen de la pluie et tout ce que vous voulez. Donc, ce qui fait que la concentration d'eau dans l'atmosphère est toujours assez constante. Ben, vous allez voir tout à l'heure que ce n'est pas toujours vrai. Il y a un facteur qui permet de le modifier, mais de base, dans les conditions normales, ben, la vapeur d'eau, c'est un gaz dont la concentration dans l'atmosphère ne peut durablement augmenter et donc ne peut expliquer l'effet de serre. Voilà, c'était tout simplement cela. Donc, on constate alors que, oui, au final, le CO2 est un gaz à effet de serre. Donc, vous voyez donc ici que les 3 propositions, je les ai démontrées. Hein. On peut encore les regarder, les 3 propositions, juste pour s'en convaincre. Je viens de vous les démontrer. Première proposition, je l'ai démontrée. Deuxième proposition, je viens de la démontrer.
Troisième proposition, je l'ai aussi démontré avec les calculs qui sont encore là sur ma feuille. Hein. D'accord? Je viens de démontrer que l'effet de serre existe très bien. C'est pour ça qu'on a 14 degrés de température. Et que si ça n'existait pas, on aurait moins 18 degrés de température. Bon, j'écris mal, hein, mais bon, voilà. Ceux qui veulent les notes, ils feront des captures d'écran après, ils feront des calculs pour vérifier si je n'aurais pas raconté des conneries. Vous voyez, vous avez le droit de le faire. Hein, vous avez le droit de le faire. Voilà. Donc ça, c'était pour la première partie. Donc, la conclusion de ce que je viens de faire, c'est que le réchauffement climatique il est incontestable d'un point de vue strict de la physique. Hein. C'est-à-dire que sans rentrer dans le climat, la climatologie, la climato-machin, même quand on est climato-sceptique, on est d'accord que l'effet de serre, ça existe. Donc, jusqu'ici, tout va bien. Le problème maintenant du réchauffement climatique, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle... D'ailleurs, il faut savoir que... Pourquoi tu touches avec ce bruit? Qu'est-ce qu'il y a dans tes joueurs avec de la musique? Mais c'est pour baisser le son. Ah. Je suis à ma tasse. Mets ton mouchoir à la poubelle et remets ma tasse. Donc, comme je vous ai parlé tout à l'heure de l'augmentation de la concentration de CO2 dans l'atmosphère, qui est passée en moins de 150 ans de 280 parties par million à 400 parties par million. Concrètement, comment ça se traduit en termes de réchauffement climatique? En fait, le surplus du CO2 dans l'atmosphère contribue donc à augmenter l'énergie qui est renvoyée par l'atmosphère sur la Terre. Voilà, c'est ça en fait. Hein. Ça se traduit par cela. Et on appelle ça en fait le forçage radiatif. On appelle ça en physique le forçage radiatif. C'est-à-dire que c'est le fait que la concentration du CO2 dans l'atmosphère augmente la partie de l'énergie retransmise au niveau de la Terre. Donc c'est un forçage radiatif qu'on calcule en fait. Voilà, je ne veux pas rentrer dans un calcul très compliqué. Hein, donc de mémoire en fait c'est 2 watts par mètre carré. Ce forçage radiatif dure au surplus depuis 150 ans. Vous savez en fait qu'on a calculé, tout à l'heure je vous ai expliqué quelque chose. Revenons un peu dessus en fait. On va revenir un peu sur ce calcul. Je vous ai expliqué en fait que ce qui part du soleil, c'est ça. Donc ce qui arrive au niveau de la Terre, là voici, c'est 1366 à peu près. Vous voyez? Et je vous ai dit ce qui est reçu en moyenne par la Terre, c'est cette énergie-là divisée par 4. D'accord? Donc comme vous voyez là, où est-ce que j'ai même mis ça? Donc, on a un souci de connexion. Voilà. Donc, la Terre reçoit à peu près 240. Vous voyez, regardez, le calcul est là. Donc, la Terre reçoit à peu près, donc, phi moins égale à 240 watts par mètre carré. C'est ce qui se traduit dans l'équation aussi, en fait. Hein. Ça correspond à 240 watts par mètre carré. Et c'est ça qui permet d'obtenir la température de 14 degrés. Voilà. Donc, voilà. Donc, vous avez compris en fait que... Donc, du coup, ça, c'est ce qu'on fait pour calculer, pour obtenir 14 degrés. Le problème, c'est que quand on doit tenir compte de l'augmentation du CO2, il faut donc rajouter ce qu'on appelle le forçage radiatif, c'est-à-dire que la conséquence de l'augmentation du CO2 sur l'énergie que reçoit la Terre. Je viens de vous dire que c'est 2 watts par mètre carré. Bon, si on rajoute les autres gaz à effet de serre, comme le CFC, le chlorofluorure et toutes ces conneries-là, en fait, ça fait 1 watt. Donc, quand on rajoute ça, ça donne... Quand on rajoute ça, ça donne 3 watts par mètre carré. Donc, le forçage radiatif, du fait de l'augmentation de la concentration du CO2, c'est 3 watts par mètre carré. C'est-à-dire en fait que la Terre se comporte comme si le Soleil la chauffait 1% de plus en moyenne. Voilà. Donc, si on veut vérifier ce que ça donne, il suffit de venir ajouter les 3 watts par mètre carré là, ici. D'accord? Donc, on va faire ça. Je vais rajouter, je ne vais pas refaire toute l'équation. Je vais juste rajouter plus 3 ici. Voilà. Ça se traduit par cela. Quoi? C'est toi ou c'est lui? Non, c'est pas moi. Donc voilà, le forçage radiatif, on le rajoute dans cette équation, ici, là. Regardez, ça donne ça. Donc, je n'ai pas voulu tout développer. Hein. La condition, c'est à peu près la même. Donc, c'est les mêmes calculs. Sauf que ici, tout à l'heure,
Ici, là, on rajoute, Comment il a pardon. fait pour atterrir en Ici, on rajoute 3. Donc, les 3 watts par mètre carré que j'ai estimé. Donc, ça, c'est le flux incident, plus le forçage radiatif qui fait le calcul. Et le calcul, en fait, devrait donner 15 degrés. Donc, le calcul devrait donner 15 degrés. Bon, je le dis parce que je sais, hein, j'ai déjà fait ça avant. 15 degrés Celsius. Voilà. Donc, ça fait 1 degré Celsius. Ça fait 1 degré Celsius. Donc, je vais quand même faire le calcul. Je vais quand même faire le calcul là-dessus. Attends, il est éloigné là, faut que je le rapproche. Chat, recule, laisse. Attends, je le bloque. Non, il est bloqué. Va chercher mon chargeur, faut que je le branche. Donc, ça donne bien 15,1 degrés. Hein. C'est 15,1 degrés. Donc, vous voyez en fait que la température de la Terre aujourd'hui fait 15 degrés de plus, fait 1 degré de plus qu'elle ne faisait il y a 150 ans. Ben, après, vous avez envie de me dire, mais putain, vous nous cassez les couilles comme ça que pour 1 seul degré. Mais en fait, non. Ce qui se passe, c'est que comme vous avez remarqué, la courbe du CO2 augmente. Et si on ne fait rien, elle va augmenter durablement et donc aggraver le réchauffement climatique. Et l'une des conséquences très sérieuses de cette aggravation, c'est que tout à l'heure, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que l'eau, c'est le gaz c'est le plus gros gaz à effet de serre. C'est-à-dire que l'eau est plus dangereuse que le CO2. Mais l'avantage, c'est que sa concentration ne peut pas durablement augmenter, sauf si la température de l'atmosphère augmente. Vous savez par exemple que l'air chaud peut contenir... Oui. Donc, vous savez que l'air chaud peut contenir plus d'eau que l'air froid. C'est la psychométrie de base. Hein? C'est la psychométrie de base. Voilà. Plus l'air est chaud, plus il peut contenir de la vapeur. Plus l'air est froid, moins il peut contenir de la vapeur. Donc, vous allez regarder un diagramme psychométrique de l'air, vous avez ces propriétés-là qui y sont renseignées. Ce qui veut donc dire en fait que si la température de l'atmosphère augmente, ben, ça veut dire que l'atmosphère peut contenir plus d'eau. Or, l'eau est un gaz à effet de serre. On l'a vu tout à l'heure que l'eau est un gaz à effet de serre. Donc, ça va devenir... C'est à quelle heure, ma sieste? 14h50, t'as rendu. Donc, regardez, en fait. T'inquiète? Bah ouais, moi j'aimerais Augmentation de l'eau. 30. Tu m'as fait Augmentation de la concentration de l'eau entraîne augmentation de l'effet de serre. Ben oui, puisque l'eau... augmentation du CO2 entraîne augmentation de l'effet de serre. Donc là, on est d'accord. Entraîne augmentation de la température. Donc, l'effet de serre a pour conséquence d'augmenter la température. L'augmentation de la température a pour conséquence d'augmenter la concentration de vapeur en eau, la concentration de la vapeur d'eau. Cette concentration de la vapeur d'eau a pour conséquence d'augmenter encore l'effet de serre et augmenter encore la température qui va augmenter la concentration, blablabla. On se retrouve dans un truc qu'on appelle en fait en physique une rétroaction positive. Voilà. Ah putain, c'est pas facile hein, quand on n'a pas le matériel adéquat. Donc en fait, vous remarquez que quoi? Que si le CO2 augmente, l'effet de serre augmente. Si l'effet de serre augmente, la température augmente. Si la température augmente, la concentration de l'eau dans l'atmosphère augmente. Et si la température de l'eau augmente, elle vient se cumuler à l'augmentation du CO2 pour aggraver l'effet de serre. Et donc là, on se retrouve en fait à des températures qui peuvent monter de façon catastrophique. Voilà. Bon, ça c'est ce qu'on a d'abord pensé au départ. Hein. C'est ce qu'on a d'abord pensé au départ. Mais la réalité, c'est que quand certaines personnes ont fait des études qui sont remontées à bien plus loin dans le passé, ben, ils se sont rendus compte que, à une époque, la surface de la Terre, l'atmosphère de la Terre avait 20 fois plus de CO2 qu'aujourd'hui. Mais qu'on avait noté que la température était de 5 degrés maximum, en fait. 5 degrés maximum. Et donc, ce qui les a permis finalement de déduire qu'aux effets de rétroaction positive que je viens de vous dire là, il y a sans doute des effets de rétroaction négative. C'est-à-dire qu'il y a des situations où l'augmentation de la température conduit à une diminution de l'effet de serre et donc qui conduit à une diminution de l'augmentation de la concentration. Mais ça, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas en fait. C'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas.
et qu'au final, on se dit, bon, oui, certes, les choses vont s'aggraver, mais ça ne va pas s'aggraver aussi gravement qu'on le pense. Mais on ne contrôle pas, on ne sait pas modéliser en fait. Donc, techniquement, ça se traduit un peu comme par quelqu'un qui s'apprête... Donc, en fait, quand on regarde ça, vous avez envie de vous dire, bon alors, finalement, c'est pas la peine qu'on s'alarme, hein. C'est pas la peine qu'on s'alarme parce qu'au final, les effets naturels, entre eux, il y a des effets naturels qu'on ne connaît pas, qui finissent par diminuer en fait ces facteurs-là et que la température ne va pas durablement monter. Mais remarquez quand même que quand la température monte, vous avez les nuages aussi. Donc vous avez quand même si elle augmente, comme on a dit, il y a quand même des nuages qui sont au niveau de la troposphère, qui ont quand même pour conséquence de réduire la quantité d'énergie que la Terre peut recevoir. Donc la Terre ne peut pas recevoir indéfiniment une certaine quantité d'énergie. Donc ça fait partie de ce qu'on appelle rétroaction négative, qu'on n'arrive pas à bien modéliser. Donc moi, j'ai cherché un peu. Moi, je n'ai pas vu vraiment d'études qui permettaient de modéliser ça. Donc ce qui fait que on a quand même une certaine incertitude sur ce côté-là, qui est une incertitude positive. Donc en fait, c'est-à-dire que on pourrait au final dire, bon, on compte sur la chance, quoi. Bon, bah la situation se résume à quoi? Ça se résume à un certain Imhotep qui veut se jeter du 6e étage. Bon, les lois de la physique sont très claires sur ce qui va se passer. Vous allez vous écraser. Si plus l'étage est haut, plus vous allez vous transformer en ketchup. Donc, les lois de la physique sont très claires là-dessus. Mais, il y a quand même une incertitude. Il y a peut-être qu'au 3e étage, il y a un balcon qui va ralentir votre chute. Ou il y a peut-être des fils qui ont été tendus sur lesquels vous pouvez vous accrocher et ralentir votre chute. Ou alors, au niveau de l'atterrissage, il y a un bac à poubelle sur lequel vous allez tomber qui va ralentir votre chute, donc qui va faire amortisseur. Donc, tous ces facteurs à prise en compte fait que oui, vous pouvez finalement vous jeter du 6e étage et ne pas vous casser la jambe. La question, c'est est-ce que vous le faites ou pas? Est-ce que vous le faites? Non, vous ne le faites pas. Donc, c'est exactement ça, c'est la raison pour laquelle il va falloir travailler pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, il va falloir trouver des solutions où on peut fabriquer de l'énergie sans forcément brûler des hydrocarbures et donc réduire l'impact carbone de nos activités sur l'atmosphère. Voilà. Bon, voilà ce que je pouvais vous dire sur les gaz à effet de serre. Hein, si quelqu'un a des questions, comme je vous ai dit, je ne suis pas un climatologue. Je n'ai pas analysé ça sous l'aspect purement climatologique. Moi, je suis resté sur la physique. Et je vous ai dit, comme le raisonnement tenait en 3 points, il fallait vérifier si on peut démontrer chacun des points d'un point de vue de la physique. Vous avez bien vu qu'en utilisant les lois des rayonnements, on y arrive. Donc, on peut démontrer les 3 points. Donc, le réchauffement climatique, ce n'est pas une fable, c'est avéré. Et donc, il faut qu'on fasse attention, quoi. Voilà. C'était juste ça que je voulais démontrer aujourd'hui. Maintenant, comme il n'y a pas beaucoup de monde, on ne va pas se lancer dans les débats. S'il y avait des questions, hein, j'aurais pu répondre. Mais comme il n'y a pas beaucoup de monde, donc il n'y aura pas beaucoup de questions, ça tombe très bien, ça fait que je vais arrêter le direct. C'était justement pour ça, hein, direct au moins pour une fois sérieux, et on voit à quel point les directs très sérieux vous attirent, vous passionnent, ça vous passionne vachement quand même. Donc je vous souhaite c'est d'ailleurs comme ça qu'on fait une démonstration, hein. C'est-à-dire que si nos amis talibans savaient procéder comme ça pour faire la démonstration, les choses évolueraient. C'est-à-dire que si tu voulais dire que Biya est à l'origine des crimes qui se passent au Cameroun, tu procédais par l'analyse que je viens de faire, à savoir, il faudrait dire que ce soit un crime, il faudrait un mobile, et il faudrait relier Paul Biança. Les 3 points. Et que tu t'attelais à le démontrer, vous voyez très bien que faire une démonstration sérieuse, ça ne se fait pas en 2 secondes. Vous voyez, ça prend 1 heure. Pourtant, j'ai quand même pris 10 minutes pour préparer quand même les petites illustrations, hein, pour que vous voyez à peu près de quoi il est question. Il y a un point où je ne vous ai pas parlé tout à l'heure. Parce qu'il y a souvent des gens qui nous expliquaient que le cycle naturel du Soleil, les variations du cycle naturel du Soleil permettent à eux, permet à lui seul, d'expliquer le changement climatique. Bah, moi, j'ai trouvé cette courbe-là que je vais partager avec vous. Hein. Donc, voilà les variations du cycle du Soleil. Vous constatez qu'en fait, ça varie sur une amplitude de plus ou moins 0,5 watts par mètre carré. Vous voyez? Ça varie comme vous voyez là, en fait. Donc, on a la moyenne qui est à 1366, mais ça varie plus ou moins de ça. Vous voyez? De plus ou moins 0,5 watts par mètre carré. Regardez, en fait, l'évolution. Donc, on est parti de 1975 en 2005, c'est-à-dire sur 30 ans. Vous voyez qu'un cycle dure en moyenne 11 ans. Hein.
10,7, un cycle dit en moyenne 11 ans. Vous voyez que c'est assez périodique. Hein? Et regardez en fait, c'est-à-dire qu'on a dû zoomer la courbe énormément pour qu'on puisse représenter l'amplitude de 0,5 watts par mètre carré qui représente la variation. Maintenant, si vous appliquez tout ce que je vous ai montré ici, là, vous voyez quand même que, en appliquant le fait qu'on ne reçoit qu'un quart de ça, plus le facteur d'absorption, donc qui est égal à 1 moins l'albédo, on se rend compte au final qu'on se retrouve à une variation au niveau de la Terre de plus ou moins 0,1 watt. Donc, vous voyez, de plus ou moins. Donc, on a un forçage radiatif dû aux variations solaires qui est de 0,1 watt par mètre carré, alors que le forçage radiatif dû à l'activité humaine, c'est-à-dire au CO2, est de 3 watts par mètre carré. Donc, il y a un rapport de 30 entre les deux. Donc, je vous laisse vous-même vous faire votre avis. Hein. Donc, la question ne se discute pas. C'est bien l'homme, c'est bien l'être humain, par son activité, qui cause le réchauffement climatique. Ici, il ne s'agit pas de politique. Vous avez très bien vu que je n'ai pas fait de politique. Je ne suis pas sur les climatologies. La climatologie, ce n'est pas mon domaine, bien que c'est une application mécanique du fluide, mais je ne la connais pas. Je laisse des personnes qui ont travaillé sur le sujet. C'est très sérieux. Vous pouvez aller vérifier toutes les études qu'il y a là-dessus. Donc, on est resté que d'un point de vue de la physique. Ici, c'est la physique qui a été impliquée, c'est la physique du rayonnement, hein, ni plus ni moins. Hein. Les lois de Stefan Boltzmann, c'est la physique du rayonnement. Et rien qu'avec ça, on arrive à démontrer que le réchauffement climatique, ce n'est pas une fable. Voilà. Le problème est encore bien plus compliqué que ça. C'est pour ça qu'il y a des experts qui travaillent dessus depuis une quarantaine d'années. Donc, il va falloir que des ingénieurs travaillent pour trouver des solutions pour diminuer cet impact-là. Voilà. Donc, quelqu'un qui me demande qu'est-ce que je pense de la fin des énergies dues aux hydrocarbures, bah déjà, il faut quand même savoir qu'on entend souvent parler de la crise de l'énergie. Pour conclure quand même sur le réchauffement climatique, j'aimerais quand même tordre le cou à une expression qui est souvent courante. Les gens ont l'habitude de dire qu'il faut sauver la planète. La planète, elles sont fous en fait. Hein. La planète, elle va s'en sortir. Je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il y a de cela des années, la planète avait 20%, la planète avait 20 fois le CO2, la composition du CO2 actuel. Donc, la planète, elle arrive, tu vas s'en sortir. Mais si on augmente durablement la concentration du CO2 et de l'eau dans l'atmosphère, il y a une espèce qui va morfler, les gars. C'est nous. On va galérer. Donc, rien que pour ça, il faut prendre ça au sérieux. Vous qui jetez les ordures devant chez vous, vous qui faites n'importe quoi, hein, il faut penser au recyclage. Hein. Vous qui dites qu'il faut changer les t-shirts tous les jours parce qu'il faut les laver juste pour venir être beau sur Facebook, tout ça, là, ça détruit la couche d'ozone. Moi, je suis un écolo, mon pote. C'est pour ça que je porte 2 habits par semaine, pas plus. Hein. À une époque, même quand j'étais petit, je portais le même slip que je lavais tous les soirs. Vous savez, je lavais le même slip tous les soirs, je portais le même. Bon, ça, c'est parce que je n'avais pas les dos. Bon, enfin, bref. Donc, je me lavais le soir avec le slip, et le slip, il séchait sur mes couilles. Oui, les couilles, ça réchauffe. Hein. Les couilles, c'est l'endroit le plus chaud extérieur du corps humain. Donc, voilà. Mais parlant de l'énergie, j'entends souvent parler de la crise de l'énergie. Mais en fait, ce n'est pas la crise de l'énergie, vu que vous rappelez le premier principe de la thermodynamique. Il dit que l'énergie ne se crée pas, mais il se conserve. Mais alors, si l'énergie ne se crée pas et se conserve, mais pourquoi on nous cassera les couilles avec le fait que l'énergie va finir? En fait, c'est qu'il faut scinder l'énergie en 2 parties. Et ça, c'est le second principe de la thermodynamique qui parle de l'entropie, en fait. C'est la crise de l'entropie, hein, tout simplement. Le second principe de la thermodynamique dit que l'entropie d'un système isolé ne peut qu'augmenter durablement. Et il y a plusieurs formes de l'énergie. Donc, il y a ce qu'on appelle, on peut scinder toutes les énergies qui nous entourent en 2 catégories. L'énergie utile et l'énergie inutile. En fait, on considère que l'énergie est utile quand on peut le transformer en travail. C'est-à-dire que quand tu peux directement transformer ça en une force. Voilà. Pour dire vrai, hein, le travail, c'est une force, c'est pas un déplacement. Donc, une énergie est dite utile quand on peut la transformer en une force. Bon, si on prend par exemple l'énergie chimique. L'énergie chimique, c'est par exemple ce qui se trouve dans les batteries. Vous pouvez transformer l'énergie chimique d'une batterie en énergie mécanique. Donc, un travail, en passant par un moteur. Non, non, pas du tout. Je peux emmener. Oui, 5 minutes. Dans 3 minutes, faut que tu C'est sois à la salle qui a voté là? Non, c'est là où on était tout à l'heure, à la boulangerie. Il faut que j'aille déposer aussi. Elle est là-bas? Non, Mégane. Mégane? D'accord. Oui, oui, dans 5 minutes, je finis. Je finis dans 5 Non, minutes. moins de 5 minutes parce que là, elle retarde. Bon, allez, donne-moi 3 minutes, je conclue. 3 minutes. Oui. Pas plus. Mégane, papa, il t'emmène.
Donc, Tu rentres directement après, parce qu'il faut qu'on emmène les oui, gars. mais oui, surtout que le temps que je reviens là, tu peux me préparer mon sandwich ou pas, ça va. Oh. Et tu veux que j'aille chercher la tomate ou pas? On n'a pas de tomate, ou je te laisse faire ça. J'ai plus le temps maintenant. Donc tu veux que moi j'aille le faire? Donc je peux déposer mes gants, je vais chercher la tomate ou pas? Non, t'as pas le temps. Donc, si elle arrive, faut Mais moi, il me faut la tomate pour le truc. On Hein. va tirer après. Bon. Donc j'étais en train de dire en fait que l'énergie chimique, on peut le transformer en travail. Parce que tu le fais passer dans c'est une batterie, tu passes dans un moteur électrique qui finit par créer une force. L'énergie mécanique, tu peux le transformer en travail. Voilà. La chaleur, non. C'est-à-dire, par exemple, que si je prends ce stylo, je le jette, j'ai une énergie cinétique à l'intérieur. Donc, il se déplace. Si je le laisse à une certaine hauteur, j'ai une énergie potentielle, il tombe. Donc, ces deux énergies sont utilisables. Le problème, c'est que si je chauffe ce stylo à 100 degrés, bah, je ne peux rien en faire. Je ne peux rien en faire de ça, en fait. Hein. Ce stylo chauffé à 100 degrés, je ne peux rien en faire. Donc, c'est une énergie qui n'est pas utile. Et donc, l'entropie d'un système représente la part de l'énergie inutile. Et la crise énergétique, en fait, c'est juste une crise de l'entropie. C'est le fait que l'entropie ne fait qu'augmenter. C'est-à-dire que la part d'énergie qui ne nous sert à rien ne fait qu'augmenter. On ne fait que diminuer la part de l'énergie utile à une part de l'énergie qui est inutile. Mais au final, l'énergie est la même, hein, puisque les deux se conservent, en fait. Mais c'est juste que c'est inutile. Voilà. Bon, bref. Si vous voulez, je vous parlerai de ça en profondeur dans un autre direct. Je conclue ce direct en vous souhaitant un très bel après-midi. Et bah, nous revoir à la prochaine. Bye bye. Ciao, ciao. Bon, vous qui avez regardé, vous pouvez refaire une passe de partage pour informer les Camerounais sur les enjeux climatiques qui sont les leurs. Voilà, on ne parle pas des fables, c'est un problème fondamental. Vous avez regardé, vous pouvez envoyer ça inbox à vos amis qui font un peu de science pour les intéresser un peu à ce type de direct. Hein. Faut envoyer, partager, même si beaucoup de gens n'ont pas été là, partagez par WhatsApp, partagez ça partout comme vous pouvez pour essayer d'intéresser les gens à des directs les plus pédagogiques. Donc vous savez à peu près aujourd'hui que le réchauffement climatique, ce n'est pas une fable. Si vous êtes au quartier, quelqu'un qui dit « je ne crois pas en cela », sans rentrer dans des considérations politiques, vous pouvez lui fermer le bec. Vous pouvez lui fermer le clapet uniquement à partir de la physique. Premièrement, le CO2 est un gaz à effet de serre. Donc je rappelle les 3 propositions que j'ai montrées tout à l'heure. Hein. L'activité humaine. Les activités humaines rejettent les gaz à effet de serre. Oui. Si vous ne vous rappelez pas de comment j'ai expliqué, vous recommencez le direct. Le CO2 est un gaz à effet de serre. Je vous ai expliqué pourquoi. Et l'effet de serre réchauffe la planète. Je vous ai aussi expliqué pourquoi à partir des calculs qui sont incontestables. Donc, je mets à défi quiconque de venir me contester ces calculs, y compris les docteurs dans la recherche. Hein. Moi, je n'ai pas de problème à ce niveau-là. Je suis très à l'aise. C'est juste de la physique pure, de la physique du rayonnement. Voilà. Avec ces 3 paramètres, vous pouvez démontrer à quelqu'un que les effets de serre, ce n'est pas la politique. J'ai entendu quelqu'un nous expliquer hier que c'était une escroquerie de la France pour augmenter les impôts. Vraiment? Vous avez bien vu là qu'il ne s'agit pas de politique. Il ne s'agit pas que je sois écolo ou pas. C'est de la physique pure et simple. Voilà. Donc, avec ces arguments, n'importe qui, sans rentrer dans les calculs, vous pouvez gifler la moindre personne qui vous dit que ça n'existe pas. Voilà. Je vous souhaite une très... Vous avez aussi remarqué qu'il y a beaucoup d'incertitudes hein, qui peuvent être à notre avantage comme peuvent être à notre désavantage. Mais comme on ne contrôle pas, il vaudrait mieux pas prendre des risques. Il faut être conscient de ces enjeux-là dès à présent. Bonne journée à vous. Au revoir.